Je m'appelle Chloé. J'ai 18 ans. Et voici l'histoire de la façon dont j'ai passé le jour de la remise de mon diplôme du bac. Assise seule dans ma voiture, à manger des frites froides, en essayant de ne pas pleurer. Tout le monde dit que la remise des diplômes est censée être l'un des plus beaux jours de notre vie. Et peut-être que pour la plupart des gens, c'est le cas, mais pas pour moi. Pendant que mes camarades de classe serraient leurs parents dans leurs bras et prenaient des photos à n'en plus finir avec des ballons et des fleurs, j'étais assise dans le coin le plus reculé du parking du lycée. Je ne me cachais pas vraiment. Je ne voulais juste pas être vue. À travers mon pare-brise embué, je regardais les portes du gymnase s'ouvrir en grand et les familles en sortir, les mères épongeant leurs larmes, les pères rayonnant de fierté, les frères et sœurs plus jeunes grimpant sur l'estrade pour les photos. À l'intérieur de ma voiture, le silence était assourdissant. Ma toque et ma toge étaient froissées sur le siège à côté de moi. Le diplôme pour lequel j'avais tant travaillé reposait, non ouvert, sur mes genoux. J'avais envoyé des invitations, vous savez, une à ma mère au centre de désintoxication, une à l'ancienne adresse de mon père, même si je doutais qu'il y habite encore, et une à ma tante, qui ne m'avait pas appelée depuis plus d'1 an. Je n'ai pas été surprise quand personne n'est venu. Déçue, oui, mais surprise, pas vraiment. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai pris sur moi, j'ai ravalé ma peine et j'ai essayé de faire comme si je m'en fichais. Mais juste au moment où je pensais que cette journée ne pouvait pas être plus vide, on a frappé à ma vitre. Et ça a tout changé. Vous savez, les gens parlent beaucoup des familles brisées, mais ils ne vous disent jamais à quel point le monde devient silencieux quand personne ne vous cherche. En grandissant, j'étais le plus souvent seule. Mon père est parti quand j'avais 6 ans. Un jour, il préparait ses affaires pour un voyage. Le lendemain, il était juste parti. Pas d'au revoir, pas d'explication. Après ça, il n'y avait plus que ma mère et moi, et certains jours, même pas elle. Maman avait ses propres démons, les cachait surtout. Puis plus tard, tout ce qui lui tombait sous la main. À 13 ans, j'ai commencé à me préparer mes propres dîners et à aller au collège à pied, toute seule. J'ai appris à mentir aux professeurs sur les bleus et les repas sautés. J'ai aussi appris à disparaître aux yeux de tous. À 15 ans, j'ai trouvé un travail au black dans la supérette du quartier. C'était tard le soir, les week-ends, dès qu'ils avaient besoin de moi. Je me disais que c'était juste pour mettre de l'argent de côté. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de quelque chose à faire, d'un endroit où aller qui ne soit pas la maison. Quand ma mère s'est fait arrêter pour la 2e fois, j'ai emménagé chez ma tante. Elle disait que c'était temporaire, juste le temps que les choses se calment, mais elle me regardait à peine dans les yeux, comme si je lui rappelais quelque chose qu'elle préférait oublier. Je suis restée dans la chambre d'amis, en essayant de ne pas prendre trop de place. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai loué une petite chambre chez une dame âgée qui vivait seule. Elle m'aimait bien parce que je payais mon loyer à temps et que je ne faisais pas de bruit. Le lycée. Le lycée était le seul endroit où je me sentais à moitié visible. Je n'étais pas populaire, mais j'avais de bonnes notes. J'ai rejoint le club photo du journal du lycée, non pas parce que j'aimais les appareils photo, mais parce que j'aimais être derrière. Observer, sans être observé. Je savais que la remise des diplômes approchait. J'ai entouré la date sur mon calendrier. Non pas parce que j'étais excitée, mais parce que j'avais besoin d'une ligne d'arrivée, une dernière montagne à gravir. Alors, j'ai envoyé ces invitations. Je me suis dit que peut-être, juste peut-être, quelqu'un viendrait. Peut-être que ma mère serait sobre à temps. Peut-être que mon père sentirait une once de culpabilité. Peut-être que ma tante se souviendrait de ce que c'était que de se soucier de quelqu'un. Mais personne n'est venu. Et même si je m'y attendais, ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. C'est ça, le truc avec l'espoir. C'est silencieux, tenace, et douloureux quand ça meurt. Alors, quand la cérémonie s'est terminée, je ne me suis pas attardée. Je ne voulais pas répondre aux questions ou feindre des sourires. J'ai enlevé ma toge dans les toilettes, j'ai pris un burger au drive, et j'ai garé ma voiture aussi loin que possible du bruit. Je n'étais pas en colère, juste fatiguée. Fatiguée de prétendre que j'étais importante pour des gens qui avaient depuis longtemps cessé d'être là pour moi. C'est là que j'en étais, physiquement et émotionnellement,
quand j'ai entendu frapper à la vitre de ma voiture. Quand je repense à ce jour, tout me semble un peu en sourdine, comme si je regardais un film avec le volume baissé. La cérémonie en elle-même s'est bien passée. J'ai traversé l'estrade comme tout le monde. Monsieur Lefebvre, le proviseur, a appelé mon nom. J'ai souri pour la photo. J'ai serré des mains. J'ai dit « merci ». J'ai pris mon diplôme. Tout semblait normal. De l'extérieur, on n'aurait probablement pas pu deviner que quelque chose n'allait pas. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Pas triste, exactement. Plutôt déconnecté. Le gymnase était bondé. Les gens applaudissaient, criaient, agitaient des pancartes et prenaient des photos. Chaque fois qu'un nom était appelé, une nouvelle rangée de membres de la famille se levait d'un bond. Des mères en robe, des pères avec des caméscopes, des grands-parents qui s'essuyaient les yeux. Quand mon nom a été annoncé, j'ai entendu une petite acclamation, probablement l'un de mes professeurs. J'ai apprécié. Vraiment. Mais quand j'ai regardé dans la foule, il n'y avait personne debout pour moi. Personne avec un appareil photo. Personne qui me faisait signe. Je suis descendu de l'estrade et je suis allé directement dans le couloir. Je n'ai pas attendu la réception. Je ne voulais ni gâteau ni conversation futile. J'avais juste besoin d'air. Je suis allé aux toilettes, j'ai retiré ma toge et je l'ai fourrée dans mon sac à dos. Mes mains tremblaient, mais je ne pleurais pas. Je crois que les larmes s'étaient déjà taries quelque part entre mes 13 et mes 17 ans. Dehors, le soleil était trop vif. Je me suis glissé dans ma voiture et j'ai claqué la portière comme si je pouvais, d'une manière ou d'une autre, isoler le monde extérieur avec ce geste. Je suis passé à un drive, j'ai commandé ce qu'il y avait de moins cher, et je me suis garé derrière l'amphithéâtre, dans un endroit où personne ne me verrait. C'est là que j'étais assise, juste moi, un burger tiède, et un tas d'attentes anéanties. Je fixais le tableau de bord. La radio jouait quelque chose de doux, mais je n'écoutais pas vraiment. J'ai ouvert le sac et j'ai pris une bouchée. Les frites étaient molles. Le burger était sec. J'ai mâché quand même. Je n'arrêtais pas de penser à quel point c'était étrange, après tout ce que j'avais traversé. Chaque contrôle, chaque service de nuit, chaque matin où je me forçais à sortir du lit juste pour être présente. C'est comme ça que ça se terminait. Seule dans une voiture qui sentait vaguement le café et le graillon de fast-food. C'était censé être un grand moment, une étape importante. Et pourtant, j'avais l'impression que c'était juste un mardi comme les autres. J'ai regardé mon diplôme, toujours sous scellé. Pendant une seconde, je me suis demandé s'il était même réel. Si peut-être quelqu'un allait frapper à ma vitre et me dire qu'ils avaient fait une erreur, que quelqu'un comme moi, quelqu'un qui avait à peine réussi à s'en sortir, n'avait pas vraiment sa place ici. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui s'est passé. Car juste au moment où je prenais une autre bouchée de mon sandwich, on a soudainement frappé à ma vitre. Ça m'a surprise. J'ai fait tomber le burger sur mes genoux. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Monsieur Lefebvre, le proviseur, debout là, dans sa tenue de cérémonie complète, sa toque légèrement de travers, son expression illisible. Pendant une seconde, j'ai paniqué. J'ai cru que j'avais des ennuis, que peut-être se garer ici était interdit. J'ai baissé la vitre à moitié. Ça vous dérange si je m'assois avec vous une minute, a-t-il demandé, sans attendre de réponse avant de contourner la voiture vers le côté passager. Et c'est ainsi que la deuxième moitié de ma journée de remise de diplôme a commencé. Monsieur Lefebvre a ouvert la portière et s'est plié pour entrer sur le siège passager comme s'il l'avait fait 100 fois. Sa toge s'est entassée maladroitement autour de ses genoux. Je me suis dépêché de déplacer mon sac à dos et la toge froissée, les jetant sur la banquette arrière avec quelques gobelets de café vides et des reçus. Désolé, ai-je marmonné. C'est le désordre ici. Il a souri, ajustant sa ceinture de sécurité, même si nous n'allions nulle part. Vous devriez voir la salle des profs, a-t-il dit. À côté, ici, c'est impeccable. Nous sommes restés en silence pendant une minute. Je fixais le volant, ne sachant pas pourquoi il était là ni ce que j'étais censé dire. Puis il a parlé, sans me regarder. Juste en observant le parking vide devant nous. J'ai remarqué que vous n'êtes pas resté pour la réception.
J'ai haussé les épaules. Pas vraiment d'humeur à faire la fête. Je comprends, a-t-il dit doucement. Croyez-le ou non, j'ai séché la mienne aussi. Ça a attiré mon attention. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Mes parents étaient en plein divorce, a-t-il continué. Ils se sont disputés pendant toute la cérémonie. Je suis parti juste après avoir eu mon diplôme et je suis allé à la bibliothèque, je suis resté assis entre les rayons de fiction pendant 3 heures. Il a eu un petit rire, sans amertume, juste comme quelqu'un qui raconte une histoire d'une autre vie. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé non plus. Je ne savais pas quoi dire. L'homme qui avait toujours semblé si posé, si en contrôle, semblait soudainement humain, comme quelqu'un qui savait ce que c'était que de se sentir invisible. Il s'est tourné vers moi. Chloé, j'ai vu vos bulletins. Je sais ce que vous avez traversé. Je sais à quel point vous avez travaillé dur pour être ici aujourd'hui. Je me suis agitée sur mon siège, mal à l'aise sous le poids de ces mots. Ce n'est rien, ai-je dit rapidement. Il y a bien pire. Il a hoché la tête lentement. C'est vrai, mais ça ne rend pas ce que vous avez accompli moins impressionnant. J'ai détourné le regard. Vous savez, a-t-il ajouté, il y a 4 ans, votre conseillère d'orientation du collège m'a contacté. Elle m'a dit que vous pourriez ne pas aller jusqu'au bout du lycée, que votre assiduité était fragile, que votre situation familiale était instable. Il a fait une pause. Elle n'avait pas tort. Statistiquement, les élèves dans votre situation, la plupart n'y arrivent pas. Mais vous êtes là. C'était étrange d'entendre quelqu'un le dire à voix haute. J'avais enterré la plupart de ces choses, je les avais gardées sous clé, enveloppées dans du sarcasme ou du silence. Je suppose que je ne voulais juste pas devenir une autre statistique, ai-je dit. Il a souri. Et vous n'en êtes pas devenu une. Nous sommes restés assis en silence quelques instants de plus, le soleil de fin d'après-midi étirant les ombres sur le tableau de bord. Puis il a ajouté, presque comme une pensée après coup, parfois, on cherche tellement les gens qui ne sont pas là qu'on oublie de remarquer ceux qui y étaient. Cette phrase est restée avec moi, parce que jusqu'à ce moment, je n'avais pas réalisé combien de personnes avaient été discrètement là pour moi depuis le début. Je fixais le tableau de bord, digérant ce qu'il venait de dire. Ceux qui y étaient. Ça paraissait simple, mais quand Monsieur Lefebvre a commencé à citer des noms, quelque chose en moi a basculé. Madame Garnier restait tard tous les mardis pour vous aider en maths, a-t-il dit. Vous pensiez probablement qu'elle aimait juste donner des cours de soutien. J'ai hoché la tête lentement. Je me souvenais de ces sessions, de la façon dont elle apportait des gâteaux et ne demandait jamais pourquoi j'avais toujours l'air fatigué. Elle était juste là, semaine après semaine, même quand j'étais trop épuisé pour m'en soucier. Monsieur Ramirez, le prof de sport, vous a laissé utiliser les douches du gymnase quand votre eau a été coupée pendant 2 semaines, a-t-il continué. Mes joues ont rougi. J'avais espéré que personne ne le sache. Martine, à la cantine, s'assurait toujours que vous ayez un peu plus dans votre assiette. Elle disait que vous étiez encore en pleine croissance. J'ai senti la boule dans ma gorge grossir. Et puis il a ajouté, et il me semble me souvenir que quelqu'un vous a donné une clé de la salle des profs, cette semaine où vous n'aviez nulle part où dormir. Ça m'a laissé sans voix. Il savait. Madame Bertrand, ma prof de français, m'avait discrètement glissé la clé, m'avait dit d'utiliser le canapé et de partir avant 6 heures du matin, quand les premiers professeurs arrivaient. Je pensais que c'était notre petit secret. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre avait remarqué. Vous n'étiez pas aussi invisible que vous le pensiez, Chloé, a dit Monsieur Lefebvre doucement. Vous n'aviez simplement pas le genre de soutien qui apparaît dans les albums photos. Ces mots n'étaient pas dramatiques. Ils n'étaient pas bruyants, mais ils ont frappé plus fort que n'importe quel applaudissement que j'aurais pu recevoir dans ce gymnase. J'avais été tellement obsédée par ce qui manquait des parents dans le public, quelqu'un pour me ramener à la maison, quelqu'un pour prendre des photos avec moi que j'avais complètement ignoré l'attention discrète qui tissait mon quotidien. Une prof de maths aux yeux bienveillants et à la patience infinie. Une employée de cantine avec un faible pour les enfants qui nettoyaient leur plateau. Un proviseur qui remarquait les choses sans en faire tout un plat. Ils avaient été là, juste pas de la manière que j'attendais. Je suppose que je ne pensais pas que ça comptait, ai-je admis. Je ne sais pas.
Je pensais que le soutien devait venir de la famille. Le soutien, a-t-il dit, vient des gens qui sont présents. Les liens du sang ne le garantissent pas. L'amour, si. J'ai dégluti difficilement. Vous n'avez pas fait ça toute seule, Chloé, a-t-il dit. Vous avez porté le poids, oui, mais d'autres vous ont aidé à le soulever, petit à petit. Il n'y a pas eu de sermon, pas de discours inspirant, juste la vérité, livrée dans le calme d'une voiture qui était devenue mon refuge cet après-midi-là. Et puis, sans cérémonie, M. Lefebvre a plongé la main dans sa toge et en a sorti une enveloppe. Ceci devait être distribué à la réception, a-t-il dit en me l'attendant. Mais comme vous l'avez manqué. À l'intérieur, il y avait une carte. Des messages manuscrits couvraient chaque centimètre de la page. Chaque professeur, conseiller, et même certains membres du personnel l'avaient signé. Chloé, tu nous as tous épatés. Ta force a inspiré tout mon semestre. Tu l'as fait, et nous sommes si fiers de toi. Il y avait aussi un chèque plié, agrafé à l'intérieur. C'est une petite chose que nous avons réunie, a-t-il expliqué. Nous avons entendu parler de votre bourse. C'est juste pour aider avec les livres ou les fournitures, tout ce dont vous aurez besoin. Je ne savais pas quoi dire. Ma gorge s'est nouée. Mes yeux me brûlaient. J'ai cligné des yeux avec force et j'ai regardé par la fenêtre, faisant semblant de me concentrer sur le parking vide. Je n'avais pas l'habitude de recevoir, surtout pas comme ça. Pendant longtemps, j'ai cru qu'être forte signifiait survivre seule, que d'avoir besoin d'aide était une faiblesse, que je devais mériter chaque miette de gentillesse. Mais peut-être que la force, c'est aussi d'accepter l'amour, même quand il vient discrètement, même quand il vous surprend. Surtout à ce moment-là. Je tenais la carte dans mes mains comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux trop longtemps. Ce n'était pas Tapax en grave-l'œil, juste une simple enveloppe blanche avec mon nom écrit à l'encre bleue et bouclée. Mais pour moi, elle semblait plus lourde que n'importe quel prix ou certificat que j'avais jamais reçu. J'ai lu chaque message à l'intérieur, lentement, comme si j'essayais de les mémoriser. Certains étaient courts et gentils. D'autres étaient pleins de détails, de blagues de classe, de mots d'encouragement, de souvenirs que je ne réalisais pas que quelqu'un d'autre avait retenus. Il y avait des gens dans ce bâtiment qui m'avaient observé, qui m'avaient encouragé, même quand je pensais que je me fondais simplement dans le décor. Et ce chèque. Je ne sais toujours pas comment ils l'ont réuni. Monsieur Lefebvre a dit que ce n'était pas grand-chose. Mais pour moi, c'était tout. Cela signifiait que je pouvais acheter mes manuels universitaires sans contracter plus de dettes. Cela signifiait que quelqu'un croyait en mon avenir assez pour y investir. Cela signifiait que je n'étais pas aussi seule que je m'en étais convaincue. Je ne sais pas quoi dire, ai-je finalement chuchoté. Vous n'avez rien à dire, a répondu monsieur Lefebvre. Ne gâchez pas ça. Continuez d'avancer. J'ai hoché la tête, essayant de ravaler la boule dans ma gorge. Il a jeté un œil à sa montre. La réception doit être sur le point de se terminer. Je devrais y retourner. Alors qu'il ouvrait la portière, il s'est arrêté et m'a regardé à nouveau. Chloé, les gens sont façonnés par ceux qui sont présents, pas seulement par ceux qui partent. Cette phrase m'a marquée, car pendant des années, j'avais été façonnée par l'absence, par les gens qui n'étaient pas venus, qui n'avaient pas appelé, qui ne s'étaient pas souciés. J'avais laissé cela me définir. Je le portais comme une armure. Mais peut-être avais-je manqué quelque chose d'important. Peut-être que je n'étais pas brisée. Peut-être que je regardais simplement dans la mauvaise direction. Monsieur Lefebvre est sorti de la voiture et a ajusté sa toge. Puis, avant de fermer la portière, il s'est penché une dernière fois. Quelques-uns d'entre nous vont dîner au bistrot d'en face dans 1 heure, a-t-il dit nonchalamment. Sans pression, mais vous seriez la bienvenue. Puis il s'est éloigné, me laissant seul dans la voiture, l'enveloppe encore chaude sur mes genoux. Et pour la première fois de la journée, je ne me sentais pas vide. Je me sentais vue. Et ça a tout changé. Je suis restée assise là pendant un long moment après le départ de monsieur Lefebvre. Le parking se vidait lentement. Des familles chargeant leurs voitures, des ballons rebondissant dans la brise, des rires flottant à travers les fenêtres ouvertes du gymnase. Mais à l'intérieur de ma voiture, tout était devenu calme.
J'ai de nouveau regardé la carte. Le chèque. Mon nom, écrit par tant de mains différentes. J'ai tracé la courbe d'une signature avec mon doigt, sans même me rendre compte que je souriais. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas bruyant ou dramatique, mais c'était réel. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir prouver que j'avais ma place. Je n'avais pas l'impression de prétendre être quelqu'un qui méritait d'être applaudi. Je n'attendais plus que ma famille se montre, parce qu'à leur manière, discrète et imparfaite, d'autres l'avaient déjà fait. La prof de maths qui n'a jamais baissé les bras avec moi. Le prof de sport qui gardait le gymnase ouvert. La prof de français qui m'a tendu une clé quand je n'avais nulle part où aller. J'avais été tellement concentrée sur qui n'était pas là. Je n'avais jamais réalisé combien de personnes avaient choisi d'être là. Peut-être que je n'étais pas seule. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment été. Et peut-être que ça faisait toute la différence. J'ai regardé l'heure. Cela faisait presque 1 heure que Monsieur Lefebvre était parti. Le bistrot d'en face n'était qu'à 10 minutes. J'ai fixé l'adresse sur mon téléphone, mon pouce planant au-dessus de l'écran comme s'il pouvait me brûler si j'appuyais sur l'itinéraire. Je ne savais pas pourquoi j'étais si nerveuse. C'étaient les mêmes personnes que j'avais vues dans les couloirs tous les jours pendant 4 ans. Et pourtant, l'idée d'entrer dans ce bistrot me donnait la nausée. J'ai failli ne pas y aller. 3 fois, j'ai tourné la clé dans le contact et j'ai hésité, le pied sur le frein, prête à démarrer. Mais ensuite, j'ai vu la toque de diplômé posée sur la banquette arrière. Je l'ai attrapée et je l'ai placée doucement sur le siège passager, comme si j'avais besoin d'un rappel de ce que cette journée signifiait. Alors j'ai conduit. Quand je suis arrivée sur le parking du bistrot, j'ai vu des voitures familières, la Clio rouge de Madame Garnier, Monsieur Ramirez appuyé contre le capot, riant de quelque chose que Martine lui disait. Madame Bertrand tenait déjà la porte ouverte, faisant signe à quelqu'un à l'intérieur. Mes paumes étaient moites. J'ai pris une grande inspiration, je suis sortie de la voiture et j'ai marché lentement vers l'entrée. Monsieur Lefebvre m'a remarqué en premier. Il n'a pas souri ni fait de grands gestes. Il a juste hoché la tête, comme s'il m'avait attendu depuis le début. Mais Madame Garnier. Elle s'est illuminée comme un matin de Noël. Chloé, tu es venue. Les autres se sont retournés. Il y a eu des sourires, des signes de la main, de petites acclamations, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu envie de fuir cette attention. Je suis entrée. La lumière était chaude, le bruit réconfortant. Et alors que quelqu'un se décalait pour me faire une place dans la banquette, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement puissant. Ce n'était pas juste un groupe de professeurs. C'étaient mes gens. Ma famille choisie. Et j'avais ma place ici. Ce soir-là, je n'ai posté aucune photo sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de portrait de famille devant des ballons, pas de longue légende sur le fait de surmonter les obstacles. Mais dans une banquette tranquille du bistrot d'en face, autour de frites grasses et de rires qui semblaient plus chaleureux que tout ce que j'avais entendu de la journée, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps. La famille, ce ne sont pas toujours les gens avec qui on est. Parfois, la famille, c'est la prof de maths qui reste tard. L'employé de la cantine qui vous glisse un biscuit en plus. Le proviseur qui remarque quand vous disparaissez. Les gens qui vous choisissent, jour après jour, même quand ils n'ont aucune obligation de le faire. Pendant si longtemps, j'ai cru que ma valeur était liée à ceux qui étaient partis. Je portais leur absence comme la preuve que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais assise là, entourée de gens qui m'avaient vu au pire de ma forme et qui m'avaient quand même gardé une place à leur table, j'ai compris. J'avais survécu. Plus que ça, j'avais été vue, soutenue, aimée, de manière discrète qui comptait plus que n'importe quel applaudissement. Alors, si vous écoutez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible, oublié ou indigne, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Et peut-être qu'aujourd'hui ou demain, quelqu'un frappera aussi à votre fenêtre. Quand il le fera, laissez-le entrer. Si cette histoire a résonné en vous, j'espère que vous la partagerez, la likerez, la commenterez, ou l'enverrez à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parce que nous méritons tous de nous sentir vus, ne serait-ce que pour une nuit.